Bienvenue dans Direction, le podcast des décideurs du génie climatique. Mon invité de ce jour préside le groupement des professionnels des certificats d'économie d'énergie, le GPC2E, en tant que responsable des relations institutionnelles de Sonergia, après avoir été quelques années délégué général de Coenov. Florence Liévin, bonjour. Bonjour Pierre. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet des C2E, quelques mots pour nous présenter cette structure GPC2E, c'est quoi ? Le groupement des professionnels des certificats d'économie d'énergie est en fait le groupement des délégataires. Certificats d'économie d'énergie, c'est un groupement constitué depuis il y a une bonne dizaine d'années maintenant pour représenter l'intérêt de la profession, en l'occurrence les délégataires qui sont un des producteurs de certificats d'économie d'énergie. Alors, on est donc en février 2026, la 6e période des certificats d'économie d'énergie démarre. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les grands équilibres de cette période ? On ne va pas dire qu'il y a un changement fondamental par rapport à la 5e période. Globalement, ce qui avait pu être imaginé pendant l'été 2023, quand on a commencé à réfléchir sur cette période, finalement n'a pas eu lieu. L'intégration d'un contenu carbone ou encore le rapport aux économies réelles, le fait de verser une prime en fonction de ces fameuses économies réelles n'a pas eu lieu. Les changements de gouvernement successifs ont emporté avec eux quelque part les ambitions qu'on pouvait avoir sur le fait de réformer le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc cette 6e période est vraiment la continuité de la 5e période que nous avons connue. Il faut toutefois quand même noter la rehausse de l'ambition. Bien évidemment, l'obligation sur cette 6e période n'est pas anodine. On pourrait même dire qu'il y a une augmentation assez sensible. Mais tout ça est extrêmement cohérent au regard des engagements climatiques de notre pays et tout simplement des obligations au regard de la directive efficacité énergétique. Dans les périodes antérieures, le bâtiment a été très favorisé. On se souvient des phases en 4e puis 5e période, d'isolation, pompe à chaleur, et puis globalement, le bâtiment a quand même été le gisement essentiel. Est-ce que dans cette 6e période qui démarre, il reste des choses à faire dans le bâtiment, ou est-ce qu'on a pu entendre que ça se déplaçait peut-être davantage vers les transports, peut-être un peu vers l'industrie ? Qu'est-ce qui reste pour le bâtiment et donc le génie climatique ? Il reste énormément de choses à faire. Je pense qu'il faut garder ça en tête. Si on regarde tout simplement les chiffres qui sont donnés par la lettre mensuelle du ministère, il y a 77% des primes certificats d'économie d'énergie en janvier 2026 qui sont alloués au bâtiment. Donc 15% pour le bâtiment tertiaire et le reste donc pour le bâtiment résidentiel, qu'il soit individuel ou collectif. Donc en effet, quand bien même on aurait des équilibres qui commencent à un petit peu évoluer, on a encore quelque part une surreprésentation du bâtiment sur le secteur des C2E. Et si on a, depuis l'an passé, l'arrivée du bonus écologique et du leasing social, qui sont en effet des gisements C2E intéressants, le transport, à ce jour, ne représente que 4% des primes C2E qui sont distribuées. Quant à l'industrie, c'est assez compliqué finalement de savoir comment le secteur va être traité, je trouve, par l'administration en termes d'ambition. On a eu un 71e arrêté qui est venu abroger à l'été 2025 de nombreuses fiches qui étaient productives en termes de gisement d'économie d'énergie, mais également en termes d'impact carbone. Ces fiches sont désormais abrogées. Vont-elles pouvoir revenir en ce début de 6e période ? C'est en tout cas un message extrêmement fort que la profession porte. Donc, globalement, le bâtiment est et reste le grand gagnant de la 6e période. De nombreux professionnels du génie climatique le savent. On a vu dans les années antérieures que les C2E pouvaient conduire à ce que du matériel récemment installé, chaudière à condensation, soutenu par des C2E, soit déposé pour pouvoir maintenant installer une pompe à chaleur. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce qu'on va finalement réduire la durée de vie des équipements pour faire des économies d'énergie avec une petite aberration d'économie circulaire et de carbone au milieu ? Alors, ça a bien été pris en compte par le ministère et l'ensemble des acteurs. Et donc, il y a un arrêté qui a été pris en fin d'année 2025 pour venir contredire cette logique qui n'était absolument pas vertueuse et qui consistait en effet à installer un équipement et à pouvoir le remplacer, à la rigueur même par le même, l'année d'après. Donc, il y a maintenant une exigence qui sera en vigueur au 1er avril 2026 et les équipements installés doivent à minima l'être pour une durée de vie de 6 ans et doivent par ailleurs être gardés en bon fonctionnement. Donc on voit apparaître aussi une nouvelle forme de responsabilité du bénéficiaire, en l'occurrence pas du demandeur de C2E, ça c'est un point très important, du bénéficiaire sur le fait que son installation soit en fonctionnement et en bon fonctionnement.
Donc ça pousse à la maintenance. Exactement, c'est bien ce que je voulais dire par là. Il y a un point tout de même sur lequel il y a encore un peu de chemin à faire, c'est que si on a désormais cette obligation d'avoir des équipements qui restent en vie pendant un temps minimal, quand bien même ce ne serait pas le temps de la durée de vie de la fiche, la durée de vie conventionnelle, on n'a pas encore ce lien qui est suffisamment fait entre les différentes primes. C'est-à-dire que vous pouvez à ce jour solliciter une prime pour le remplacement d'une chaudière, par exemple, via les C2E en année 1, et puis en année 2, demander le remplacement de l'équipement et solliciter cette fois MPR. Et là, on a vraiment un travail à porter pour que, enfin, la base du ministère qui gère les C2E et la base de l'ANA qui gère MPR communiquent et qu'on n'ait plus ces opérations qui seraient complètement ubuesques. Je pense que dans les faits, elles ne se produisent pas. Mais rien ne le contredit à ce jour. Okay. Il y a eu dans les dernières années la Cour des comptes, le Conseil d'analyse économique qui a mis son grain de sel, d'autres rapports, l'UFC Que Choisir, l'Inspection générale des finances qui se sont penchés sur les C2E avec pas mal de critiques. Et est-ce que ça entame la confiance ou la foi que des acteurs comme vous peuvent avoir dans le système en se disant bon, c'est vrai que finalement c'est pas incroyable, ou bah non, en fait c'est quand même perfectible mais irremplaçable? Deuxième réponse, cher Pierre. Non, très clairement, je pense qu'il faut être lucide par rapport aux constats qui sont dressés par la Cour des comptes et les autres instances que vous avez mentionnées. Nous, on partage globalement ces constats. On ne l'aurait bien sûr pas dit avec des mots aussi forts, puisque le dispositif, c'est ce qui nous fait vivre aussi. Mais il y a un certain nombre de dérives qui ont lieu au cours du temps. Et si on a cette conscience que les C2E, on ne peut globalement pas s'en passer, il faut réformer en effet le dispositif. Alors le réformer sur plusieurs points. Il y a la question de la fraude, sur laquelle on pourra revenir éventuellement plus tard. Il y a la question de la gouvernance, évidemment. La question de l'ouverture et de la fermeture des gisements, ces fameux stop and go qui viennent mettre des coups d'arrêt à la filière. Donc non, c'est plutôt l'idée de, peut-être même ça, renforcer notre envie de le défendre, ce dispositif, ayant conscience qu'il a déjà beaucoup apporté. On peut aussi se rappeler que les C2E sont le mécanisme unique qui permet à la France de justifier de ses économies d'énergie au titre de la directive efficacité énergétique. Et c'est le mécanisme qui a toujours permis de le faire, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Mais c'est sûr qu'il faut aller vers un meilleur raffinement, une sophistication de ce dispositif, car sinon, on le voit bien, il y a des attaques, et des attaques y compris politiques, désormais à son encontre. Alors, le défendre, c'est aussi montrer à quoi il sert. Il sert à la France à remplir ses obligations vis-à-vis de Bruxelles, mais enfin ça va être une défense assez faible, ça ne va pas suffire. Le GPC2E que vous présidez a publié assez récemment une étude sur les bénéfices et les co-bénéfices des C2E. Alors, qu'est-ce que vous démontrez par cette étude ? On voulait avant tout démontrer que malgré toutes les critiques qui sont formulées, le dispositif apporte déjà énormément, que ce soit au niveau des économies d'énergie, mais plus largement aussi au niveau des économies de carbone, au niveau de l'emploi, au niveau de la balance économique. Donc c'est dire, si jamais nous arrivions à aller vers encore plus d'efficience et d'efficacité de ce dispositif, l'ensemble des bénéfices et des co-bénéfices qu'il porterait. Et puis on a la question du coût. Je pense qu'on est dans une forme d'amnésie collective qui nous pousse à penser le C2E comme finalement une ligne sur la facture d'énergie. C'est vrai, mais c'est pas ça. L'idée du C2E, c'est avant tout une aide pour l'ensemble des Français, l'ensemble des consommateurs d'énergie, pour les aider à faire des travaux d'efficacité énergétique, et ce proportionnellement justement à ces mêmes économies et au regard également de leur niveau de revenu. Donc c'est un peu pour remettre, comme on dit familièrement, l'église au centre du village et rappeler que oui, on doit même peut-être critiquer le dispositif tel qu'il est à l'heure actuelle, mais il ne faut pas non plus oublier tout ce qu'il apporte. Il apporte des coûts, il apporte des bénéfices, mais sous forme notamment d'aide pour des économies d'énergie, mais est-ce qu'il les apporte au même ? C'est-à-dire qu'au fond, ceux qui payent sont ceux qui profitent le plus du système, ou est-ce que ça doit se rétablir un peu, peut-être notamment via ces C2E précarité qu'on a connues dans le bâtiment, qui arrivent dans le transport, où on va aider des personnes plus modestes, peut-être davantage que ce qu'elles ont contribué. Oui, je pense que peut-être qu'il est intéressant de rappeler d'où vient cet argent des C2E. En effet, les C2E, c'est une contribution sur la facture d'énergie de chaque Français, que ce soit la facture d'électricité, de gaz, mais également le litre d'essence. Donc, tous les consommateurs, et majoritairement les particuliers, mais également les entreprises tertiaires, sont les
principaux et même les contributeurs uniques finalement des C2E. Donc globalement, ça colle plutôt pas mal puisqu'on se disait on a 77% des primes qui reviennent aux contributeurs au travers du bâtiment. On a les locataires. En effet, les locataires qui n'ont pas toujours la possibilité de faire des travaux, d'ailleurs ce n'est pas leur responsabilité dans leur logement, et qui se trouvaient lésés jusqu'à maintenant de ce dispositif des certificats d'économie d'énergie tel qu'il est opéré à l'heure actuelle, le fait qu'on ait une ouverture sur la mobilité, la possibilité d'acquérir un véhicule électrique au travers du leasing social, donc pour des ménages aux revenus les plus faibles, est en effet un début de réponse qui est vraisemblablement pas suffisant. C'est un sujet qu'il faut continuer de creuser pour que, en effet, les contributeurs directs du dispositif en soient les bénéficiaires premiers. On va revenir au bâtiment. La rénovation d'ampleur de l'habitat, qui faisait l'objet d'une fiche C2E ouverte à l'ensemble des délégataires, la barre TH 164. Et maintenant, depuis la réforme de MaPrimeRénov' il y a 2 ans, le monopole de l'ANA, vous le regrettez ? Je pense que c'est pas un regret, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est presque une honte, cette histoire. Je prends un parallèle. Vous êtes boulanger, vous faites du pain et de la pâtisserie, et on va vous dire du jour au lendemain, non, que vous allez arrêter de faire de la pâtisserie, et qu'en fait c'est la mairie qui va reprendre toute la partie pâtisserie et proposer ce service à l'ensemble des concitoyens. C'est exactement ce qui s'est passé nous concernant. C'est-à-dire qu'on avait un marché, qui est un marché ouvert, sur lequel on était à même d'opérer un certain nombre de travaux et de délivrance de primes. Et du jour au lendemain, quasiment sans concertation, on nous a dit interdiction. Interdiction d'opérer. Donc, de notre point de vue, c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre, c'est une atteinte à la libre concurrence. Et on a entendu, bien sûr, le pourquoi de la mise en place de ce qu'on appelle, nous, un monopole, disons-le, ou à minima un marché réservé. La volonté était d'aller vers un guichet unique pour une meilleure lisibilité pour les Français et également de mieux lutter contre la fraude. Bon, je suis peut-être un peu dure dans mes propos, mais 2 ans après, si on fait le constat, je ne suis pas persuadée qu'on ait beaucoup avancé sur ces 2 sujets-là. Et puis surtout, on a un corollaire qui est extrêmement délétère, me semble-t-il, et même c'est un drapeau rouge, qui est le cours du C2E précarité. Il a plus que doublé depuis 2 ans. On est passé des C2E précarité à 16 € le mégawattheure CUMAC, quand ils étaient environ à 8 jusqu'à maintenant, du fait de la raréfaction de ce gisement de la précarité que l'ANA détient, et pour différentes raisons, de ces C2E qui ne sont pas mis sur le marché. Donc, on a fait un quasi-monopole en confiant ça en plus à une agence d'État. On a sorti du marché des acteurs privés, donc première conséquence très négative. Et en plus, on a fait un doublement du cours sur la facture d'énergie pour l'ensemble des Français. À quoi il faudrait ajouter qu'on a fini par fermer un guichet, parce qu'on n'était plus capable de gérer un afflux de demandes. Donc le guichet unique a fonctionné peut-être au-delà des attentes des pouvoirs publics. On va le dire comme ça. Alors, bon, il reste quand même, vous l'avez dit, pas mal de choses à faire dans le bâtiment et pas que dans l'habitat. Le tertiaire est un grand sujet et on parle de rénovation d'ampleur financée par les C2E dans les bâtiments tertiaires. Ça va ressembler à quoi ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas du tout ressembler à ce qu'on a connu dans le secteur résidentiel. Je pense que l'écosystème apprend aussi de ses erreurs, et la question de l'audit, notamment, qui permettait, entre la consommation d'énergie avant, la consommation d'énergie après, de faire varier le volume de la prime. Ça, c'est quelque chose qui est complètement exclu dans cette future fiche rénovation globale tertiaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas d'audit, mais ça veut dire que l'audit ne viendra pas conditionner le montant de la prime. Cette fiche devrait être prochainement mise en consultation publique avant de passer au Conseil supérieur de l'énergie. Globalement, qu'est-ce qu'on en sait à ce jour ? C'est une fiche qui va venir bonifier des bouquets de travaux. Voilà. Globalement, donc on repart des fiches, des FOST, des fiches d'opération standardisées telles qu'on les connaît actuellement, et quand on les combine ensemble, on y applique un coefficient multiplicateur. Une précision tout de même, pour que ce coefficient multiplicateur soit applicable, il faut réaliser au préalable, à minima, 2 gestes d'isolation. Donc voilà, on a un socle de base, ces 2 gestes d'isolation, avec une bonification associée qui ne pourra pas dépasser un coefficient de 5. C'est le maximum sur la 6e période
hors transport. Et ensuite, à chaque fois qu'on va rajouter une fiche, et ben la fiche, par exemple la GTB, on va rajouter cette fiche avec un coefficient multiplicateur qui, de nouveau, pourra aller jusqu'à 5. Donc, on a cette incitation à faire de plus en plus de gestes combinés pour amener ce qu'on peut appeler une rénovation du coup globale dans le tertiaire. Ce qui est intéressant, c'est que ça remet aussi le curseur sur l'isolation, qui n'est pas du génie climatique, mais beaucoup de professionnels du génie climatique savent que c'est quand même mieux et plus pertinent dans la durée d'intervenir dans un bâtiment isolé. Ça remet l'isolation dans le dispositif, là où ces dernières années, quand même, c'est un secteur qui a pris cher. Exactement. Dans les privations et les suppressions de fiches et d'aides. Oui, et pas que sur les C2E. Si on regarde là, on a eu la publication du guide de l'ANA sur les aides 2026 hier, et en l'occurrence, on voit bien que l'isolation est purement, l'isolation des murs, est purement et simplement supprimée. Donc en effet, les signaux qui sont donnés aux professionnels ne sont pas les bons. En tout cas, ne nous semblent pas être les bons. Nous, on reste convaincus au sein du groupement qu'il faut d'abord baisser le besoin avant de chercher à y répondre. Donc cette fiche tertiaire, c'est un gisement important. Ça va pouvoir porter l'activité des délégataires, tant mieux pour vous, et des professionnels du bâtiment l'année prochaine, qui vont de 26 et peut-être 27 avec des entreprises, peut-être. D'ailleurs, ça va aussi dans le public ? Tout à fait. Oui. C'est à la fois l'opportunité et la difficulté du tertiaire. C'est que le tertiaire, c'est votre petit boucher du coin de la rue jusqu'à du très grand bâtiment public type locaux de l'ANA. Hôpital, des locaux de bureaux, en effet, mais également des entrepôts logistiques. Donc, c'est une difficulté d'avoir un secteur qui est extrêmement, non pas morcelé, mais très différent dans ses typologies de bâtiments et de ses typologies d'usage. C'est presque un challenge, et de proposer une fiche unique pour couvrir l'ensemble de ces secteurs. Nous, on était assez enthousiastes à l'idée de se dire « testons-le ». D'abord dans un certain nombre de secteurs, je dis vraiment au hasard, l'hôtellerie, la restauration, les métiers de bouche ou les bureaux, et après voyons à la généraliser. Bon, c'est pas le choix qui a été retenu, a priori. Je pense très objectivement qu'il faudra faire des ajustements avec le temps. Retour au génie climatique avec cette annonce confirmée par Sébastien Martin il y a 2 semaines, ministre de l'Industrie, qui était en visite chez Frisquet, à Meaux. Et lors de cette visite, il a confirmé que les C2E seraient désormais réservés pour la bonification sur les pompes à chaleur RO aux produits dont les circuits frigorifiques sont assemblés en France. Ce qu'on peut connaître déjà dans le véhicule avec une réservation du bonus pour les véhicules qui ont une batterie européenne. Qu'est-ce que ça va produire sur le marché et quelque part, est-ce que ça rejoint ce que vous disiez sur les co-bénéfices des C2E ? C'est-à-dire que c'est un outil évidemment de maîtrise de l'énergie, mais du coup, ça devient aussi un outil de politique industrielle. Tout à fait. Je pourrais dire, je suis ravie que le ministre ait lu les préconisations de l'étude du GPC2E. Bien sûr, il n'en est rien, mais ça fait partie des recommandations qu'on a édictées dans notre étude de fin 2025 sur les bénéfices et co-bénéfices, et de se dire, ce sont quand même les consommateurs en France qui payent les C2E. Donc, si on peut garder cette valeur sur le territoire ou à minima à l'échelle de l'espace économique européen, bien évidemment, on ne s'en portera que mieux. Après, très concrètement, sur la partie liée aux pompes à chaleur, alors, c'est pas qu'un effet d'annonce. Ça, c'est sûr, ça va avoir une conséquence et je pense qu'on est là pour se dire les choses. Le but, c'est de mettre une barrière au niveau des Chinois, notamment. Bon, ils sont extrêmement agiles, ils vont s'adapter. Donc pendant quelques mois, en effet, on va récupérer une forme de préférence pour un certain nombre d'équipements. Ils vont rapatrier une partie de la production dans l'Europe. Alors une mineure partie, vraisemblablement, un petit bout de quelque chose. Mais en effet, ça va dans le bon sens. On a 2 fiches qui vont être sur ces formes de préférence européenne. Nous, notre souhait, c'est qu'en fait, l'ensemble du dispositif bascule dans cette logique de préférence. Ah, ça veut dire que ça pourrait... Alors, l'ensemble du dispositif pompe à chaleur, c'est-à-dire on aille aussi sur le tertiaire ou même au-delà, où on regarde au-delà. Ventilation, isolation. Bon, isolation, c'est fabriqué en Europe massivement. Exactement. Non, le dispositif est payé par les consommateurs français. Il doit bénéficier avant tout à notre territoire. Merci beaucoup, Florence Yévin. Merci à vous, Pierre. À bientôt dans Direction.